Bonsoir, la paix à grands pas. À Tunis, Yasser Arafat affirme que l'accord avec les Israéliens est définitif. À Paris, Shimon Peres reçoit la bénédiction de Boutros Boutros-Ghali. Candidat toujours naturel, les jeunes du RPR veulent voir leur président, Jacques Chirac, à l'Élysée. Marx et Lénine, définitivement oubliés, Jean-Paul II effectue sa première visite dans l'ex-Union soviétique. Les Français savent ramer, 3 médailles d'or en aviron aux championnats du monde. Avant de développer ces titres du jour, le titre de l'été, l'affaire OM Valenciennes, une affaire illustrée par une image choc aujourd'hui, l'arrivée de Bernard Tapie au siège de la commission de discipline de la Ligue nationale du football. Anne Mourgue et Alexis Maran étaient dans la mêlée. Bernard Tapie est finalement venu après avoir beaucoup tergiversé. 3 quarts d'heure de retard, c'est pourtant l'avenir de l'OM en Coupe d'Europe qui est en jeu. 1 heure d'audition devant la commission de discipline. À la sortie, le patron de l'OM se montre plutôt rassuré. Lundi se joue la vie du club. C'est la vie du club qui va se jouer, donc j'espère que les 2 représentants des 2 instances du football auront avec eux les éléments qui nous permettront de poursuivre notre vie. Tapie rassuré, d'autant que dans le dossier de la commission, il manquera un témoignage capital, celui de Jean-Jacques Edli, l'intermédiaire présumé. Le Marseillais n'est pas venu, sans même prévenir son avocat. Je pense qu'il aurait voulu venir. Samedi dernier, il voulait venir. Il était en mesure de venir, si vous voulez. Je suis persuadé qu'il y a eu un empêchement à 4 force majeure. Je suis persuadé. Sur le fond, a priori, rien de nouveau. Jean-Pierre Bernès, comme les autres, a répété devant la commission ce qu'il a déjà dit devant la justice. Il nie toujours et parle de complot. Il peut y avoir aussi d'autres pistes effectivement, d'un complot, d'une machination. Et je crois que les gens qui m'ont entendu, m'ont écouté aujourd'hui, ont compris le message que je voulais leur faire passer. Les joueurs valenciennois soutiennent toujours qu'il y a eu tentative de corruption. Il semble juste un peu las de devoir toujours répéter la même chose. J'ai rien contre le club de Marseille, ni contre Monsieur Tapie. Et qu'effectivement, il faut uniquement que les gens qui ont fauté payent enfin, c'est tout. La commission de discipline est maintenant réunie depuis plus de 2 heures. À 20h45, son président devrait annoncer les noms de tous ceux qui, convoqués aujourd'hui, risquent des sanctions. La commission a ainsi entendu presque tous les protagonistes de cet interminable feuilleton. Jean-Jacques Edli manquait en effet à l'appel et l'absence du joueur marseillais pose problème. Philippe Boisserie. Voilà la dernière apparition publique de Jean-Jacques Edli. C'était le 13 juillet, il sortait de la prison de Valenciennes, il était caché dans le coffre de cette voiture. Depuis, le joueur n'est plus réapparu, si ce n'est lors de la confrontation générale avec Jean-Pierre Bernès. Là encore, il s'était caché. Un mystère pour un homme à 2 visages. Son premier rôle dans l'affaire, celui de l'innocent. Le 25 juin, il vient à Valenciennes, dans le jet privé de Bernard Tapie, pour dire au juge qu'il n'a rien à voir avec la tentative de corruption. Quelques jours plus tard, sa femme le contraint à changer son scénario. La version du Marseillais devient tout autre. Oui, il a téléphoné aux 3 joueurs valenciennois pour leur passer Jean-Pierre Bernès. Oui, il a remis l'enveloppe avec les 250 000 francs à la femme de Christophe Robert. Oui, Bernès savait tout. Non, il ne connaît pas le rôle joué dans cette affaire par Bernard Tapie. Une version claire, conforme à celle des autres joueurs. Pourquoi alors ne pas vouloir la redonner aujourd'hui à la commission de discipline? Lui seul le sait. Mais en jouant la montre, il aide, volontairement ou pas, son ancien club, l'OM. Et nous allons retrouver en direct du siège de la commission Thierry Clopeau. La défection de Jean-Jacques Edli peut-elle influer sur cette décision ? Oui Paul, je crois qu'il faut le rappeler, la clé de cette affaire, Jean-Jacques Edli est le seul Marseillais à être passé aux aveux sur cette tentative de corruption. Des aveux faits, souvenez-vous, au juge Béfi il y a quelques semaines, mais des aveux qui n'ont pu être enregistrés au procès verbal cet après-midi par la commission, étant donné bien évidemment la non-comparution du joueur marseillais. Donc nouveau casse-tête pour cette commission qui, je vous le rappelle, n'a pas accès au dossier pénal, n'a pas accès au dossier d'instruction. Et Jean-Jacques Edli, la dernière fois où il avait comparu devant cette commission, eh bien, il avait tout simplement nié les faits. Donc Jean Fournet-Fayard, le président Jean Fournet-Fayard, président de la Fédération française de football, se rendra lundi matin à Zurich devant le comité exécutif de l'UEFA avec un dossier bien mince quant à la culpabilité de l'OM dans cette affaire. C'est vrai, si Edli avait confirmé les propos tenus au juge Béfi, eh bien l'OM risquait lundi à Zurich d'être tout simplement exclu de la Coupe d'Europe des clubs champions. Ce soir, c'est une toute autre histoire. L'OM, l'Olympique de Marseille, semble avoir sauvé sa peau, tout du moins pour l'instant, car vous le savez Paul, dans cette affaire, il y a eu de nombreux rebondissements. Et puis Anne Mourgue
Bourque le disait tout à l'heure, donc à 20h45, le compte-rendu du délibéré. Normalement, pas de sanctions. On devrait connaître l'échéancier des plaidoiries et puis les sanctions, donc la décision finale de la commission. On devrait la connaître le 18 ou le 19 septembre, mais croyez-moi, ici, devant le siège de la Ligue ce soir, il y a encore du suspense. Et justement, et pour cette raison, vous allez rester boulevard de Courcelles, parce que vous l'avez dit, nous connaîtrons la décision de la commission de discipline après le journal, à 20h45. C'est l'heure à laquelle elle publiera un communiqué sans commentaire. Mais l'enjeu est tel que nous nous permettrons d'intervenir après le journal et avant les programmes pour vous donner l'information. Paris, Tunis, Jérusalem, Amman, la chaîne de la paix se met en place à grands pas. Allons d'abord à Tunis, où Yasser Arafat, conforté par l'approbation du Fatah, a affirmé cet après-midi que l'accord avec Israël était définitif. Véronique Tavo à l'Insin. Conférence de presse improvisée au siège de l'OLP ce midi. Malgré les 3 séances marathon du comité central du Fatah, Yasser Arafat est apparu souriant et même détendu. Pressé de questions, il a répondu qu'il fallait laisser parler l'action. We prefer to let actions speak. Actions speak louder. Car l'action parle plus fort. Sur la difficulté des débats au sein du Fatah, sa propre organisation, et sur le vote arraché au comité central, Yasser Arafat sera très évasif pour insister en revanche sur l'importance du projet d'accord israélo-palestinien sur l'autonomie dans les territoires occupés. L'aval du comité central est de première importance, un pas est franchi, il faut maintenant aller plus loin, a-t-il dit. Interrogé sur la reconnaissance mutuelle au LP Israël, Yasser Arafat a affirmé qu'elle interviendrait maintenant très rapidement. Quelques détails encore à régler et l'accord devrait être signé dans les tout prochains jours. Yasser Arafat a ensuite rendu un hommage appuyé au roi Hussein de Jordanie, le remerciant du soutien jordanien à l'accord israélo-palestinien sur l'option Gaza. Jéricho d'abord. Malgré les sourires de Yasser Arafat, les prochains jours risquent d'être difficiles pour le chef de l'OLP. Dès demain, le comité exécutif devrait se tenir ici, à Tunis. Ensuite, c'est devant le Conseil national palestinien, le Parlement de l'OLP, que Yasser Arafat devra s'expliquer et convaincre. L'opposition, très dure au sein du CNP, n'a pas caché qu'elle fera tout pour faire échouer le projet Gaza. Jéricho d'abord. Vous l'avez entendu, Véronique Tavo a fait allusion au soutien du roi Hussein de Jordanie. Le souverain hachémite a pardonné aux Palestiniens de ne pas l'avoir informé et n'a voulu s'intéresser qu'au fond. Il approuve totalement l'attitude de l'OLP, seul représentant à ses yeux du peuple palestinien. Il l'a dit cet après-midi à Amman au cours d'une conférence de presse. Et à Paris, le ministre israélien des Affaires étrangères, Shimon Peres, après avoir reçu les encouragements du secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, a appris avec satisfaction les nouvelles de Tunis. Philippe Rochaud. 20 minutes de promenade sur les Champs-Élysées, la seule sortie de Shimon Peres qui a accueilli avec calme la décision des Palestiniens du Fatah d'accepter l'accord avec Israël. Peres continue d'avoir confiance dans le plan de paix. La décision du roi Hussein de Jordanie d'appuyer cet accord sur l'autonomie palestinienne a fait de cette journée une journée pleine d'espoir. Pour un Shabbat, pour un samedi, c'est assez, n'est-ce pas? C'est suffisant. Le fait que le Fatah accepte l'accord, qu'est-ce que ça représente pour vous? Je ne dis pas exactement les mots de Fatah, mais si on avait accepté, bienvenue. Je soutiens, je félicite cette décision. Maintenant, la prochaine étape, ce sera quoi alors pour vous, la prochaine date? Pour moi, tout est prêt. Les négociations secrètes par l'intermédiaire du ministre norvégien des Affaires étrangères ont continué toute la journée à l'hôtel Crillon. Shimon Peres a même déjà vu au-delà de l'accord politique avec les Palestiniens et évoqué avec le secrétaire général de l'ONU l'aide économique. Si ce serait resté seulement un plan politique, il n'a pas aucune chance qu'il se devenir un vrai succès. Il faut transformer Gaza comme Singapour, il faut doubler les efforts, il faut travailler ensemble pour restaurer la situation économique là. Avant même de signer cet accord, peut-être dans une dizaine de jours, les dirigeants israéliens et palestiniens devront convaincre leur propre opinion. Après tant d'années de guerre, les réticences sont encore fortes et les sentiments mitigés. Isabelle Stess et Pascal Stelletta ont rencontré de jeunes Israéliens à Jérusalem. זאת ישראל, זאת פלסטינה, גם ישמעאל יבנה מדינה, שתי מדינות לשני עמים, ישכון שלום לעולמים. Inédit, le poète chante la paix au cœur de Jérusalem.
Décidément, les temps changent. Ce qui est devenu le quartier branché était encore il y a peu une ruine, sous l'emprise des religieux. Aujourd'hui, l'alcool y coule à flot, ces jeunes Israéliens qui n'ont connu que la guerre s'étourdissent, et lorsqu'ils parlent de la paix, ils ne sont pas les plus progressistes. Nous avons des cultures différentes, nous sommes différents. Donc toutes ces différences créent la peur en fait. Je pense la haine même. On ne peut pas balayer tout ça avec un bout de papier qui dit on fait la paix. Oui, j'espère. Mais la véritable paix, je crois que nous n'y arriverons jamais. Jamais. Parce que ça fait 2000 ans que nous nous battons pour ce pays. Il y a beaucoup trop de haine. Nous, on s'est battus, des soldats sont morts pour les territoires. Il ne faut pas les abandonner contre la paix. Jusqu'à présent, on a opprimé les Palestiniens. On doit leur rendre leur terre et on verra comment ils se débrouillent. Ouais, c'est ça, tu chantes la paix, mais quand Arafat sera là, ce sera autre chose. Qu'ils viennent, on va parler. Ouais, mais écoute, tu lui donnes un doigt, il te prend la main. Il faut donner une chance à la paix. Non, ce sont tous nos ennemis. Ils nous détestent. Altercation sans fin, à l'image d'un éternel conflit. Mais la nuit dernière, à Jérusalem, il y avait quand même l'espoir. Une des personnalités les plus fortes d'Israël ne s'embarrasse pas de nuances pour rejeter l'accord de paix. Ariel Sharon, interrogé par Charles Anderlin. Ariel Sharon est rentré hier de l'étranger pour découvrir que la situation avait complètement changé et il n'est pas content. Quand j'y pense, les leaders du passé, Ben Gurion, Levi Eshkol, Golda Meir, ont-ils jamais accepté d'embrasser ce meurtrier d'Arafat? N'ont-ils jamais accepté? On voit là une réelle détérioration. Comment dirais-je? Une détérioration morale, une faiblesse du gouvernement. Et je crains que cela suscite de nouvelles guerres dans l'avenir, des effusions de sang, des effusions de sang. Mais vous, dans l'opposition, que pouvez-vous faire pour empêcher cela? Je pense d'abord que notre parti, le Likoud, étant la principale formation d'opposition, nous devrions annoncer dès à présent que lorsque nous reviendrons au pouvoir, nous n'honorerons aucun accord qui mette en danger la vie et l'existence même d'Israël. Et puis nous devons trouver le moyen de neutraliser les dangers de l'autonomie, qu'elle ne concerne pas l'ensemble des territoires, celles où habitent des Juifs devant en être exclus. Et Ariel Sharon de lancer un appel aux Juifs du monde entier et d'Israël pour qu'ils viennent s'installer massivement dans les implantations de Cisjordanie et mettent en échec l'accord sur l'autonomie palestinienne. Du côté des Palestiniens, c'est Faisal Husseini, représentant de l'OLP dans les territoires, qui a pris son bâton de pèlerin pour convaincre les siens. Reportage de Charles Anderlin. Biladi, Biladi, ma patrie. C'est par l'hymne national palestinien que commencent les meetings présidés par Faisal el-Husseini. Ici, cet après-midi à Beit Sahour, une localité palestinienne chrétienne près de Bethléem. La population soutient massivement l'accord avec Israël. Le principal représentant de l'OLP dans les territoires occupés explique que l'autonomie partielle de Gaza et de Jéricho n'est qu'une étape vers la création d'un État palestinien et qu'il faut soutenir Yasser Arafat. L'audience est convaincue. Avec les militants du Hamas, la discussion est beaucoup plus dure. Les chefs spirituels du mouvement intégriste, du moins ceux qui n'ont pas été expulsés au sud Liban, condamnent avec force l'entente israélo-palestinienne. Nous avons expliqué à Faisal la position de l'islam sur cet accord qui n'apporte rien aux Palestiniens. De nombreux groupes, surtout islamiques, s'y opposent et feront tout pour qu'il échoue, tout, sauf la violence. Faisal el-Husseini, en tout cas, est satisfait. Le Haut Conseil islamique a lancé un appel au calme et pris position contre tout affrontement interpalestinien. Mais l'OLP devra affronter une opposition radicale, celle du FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine. Patricia Coste et Marcel Martin ont rencontré son leader, Naïef Awatmeh, à Damas. C'est à Damas que les radicaux palestiniens ont leur bureau et que jour après jour, ils lancent depuis cette capitale menaces ou mise en garde à Arafat. D'après nos informations, Arafat va signer dans 3 jours à Washington l'accord et ensuite seulement convoquer le Conseil national des Palestiniens. Cela ne veut rien dire.
C'est une insulte à la démocratie. Mais surtout, Awatmeh craint un piège, que les Israéliens laissent faire à Arafat le sale boulot. Nous mettons en garde Arafat de refuser de faire ce que Rabin attend, c'est-à-dire faire la police contre d'autres Palestiniens et être à l'origine d'une guerre civile à Gaza et à Jéricho. Si Arafat prend cette responsabilité, ce sera une catastrophe. Mais nous ne rejoindrons pas les islamistes. Nous sommes véritablement une organisation démocratique. Nayef Awatmeh, un homme avant tout profondément inquiet, mais qui s'en tient pour l'instant aux mises en garde. Alors Gérard Sebag, quel est votre sentiment? Est-ce que l'accord est inéluctable malgré les oppositions de part et d'autre? Effectivement, comme on peut le voir chez les Palestiniens et chez les Israéliens, il y a des extrémistes. D'un côté, les tenants du grand Israël, et de l'autre, ceux qui rêvent d'une récupération de toute la Palestine, celle de 1948. Mais les uns et les autres ne semblent pas être dans la marge de l'histoire, ni proches des réalités, proches de la majorité des Israéliens et des Palestiniens qui aspirent, après tant d'années de guerre, à un peu de paix. Et puis, il faut dire que concrètement, ils n'ont pas les moyens de s'opposer à cet accord, ni politiquement, ni militairement. Ils peuvent le gêner, mais certainement pas le faire échouer. Cependant, il ne faut pas négliger les futures embûches ni les futures difficultés qui pourraient empêcher cet accord de se pérenniser. Elle se situe sans doute dans la deuxième phase, celle dans laquelle nous allons entrer dans quelques semaines, dans quelques mois, la phase pratique, celle sur le terrain, l'application de ces accords, par exemple le départ des soldats israéliens, l'arrivée des soldats palestiniens pour les remplacer, les compétences des deux polices, l'instauration d'une administration palestinienne, la solution des problèmes économiques qui sont monstrueux. Ce sera le deuxième enjeu, non seulement pour l'OLP Yasser Arafat, mais aussi pour les Israéliens. Dans quelques mois, disons même dans 2 ans, les 2 années qui viennent, il sera possible de dire si oui ou non, Shimon Peres et Yasser Arafat ont gagné leur pari, le pari de la paix. Merci Gérard. Une dernière précision provient de Washington. Les États-Unis confirment avoir proposé la date du lundi 13 septembre pour la signature possible d'un accord entre Israéliens et Palestiniens à Washington. Ouvrons maintenant le chapitre France politique avec un appel entendu implicitement à Strasbourg. Vive Balladur à Matignon, vivement Chirac à l'Élysée. Voilà comment les jeunes du RPR ont tenté de résoudre aujourd'hui leur dilemme cornélien. Jacques Chirac, présent à Strasbourg, aura apprécié. Édouard Balladur, absent, n'aura pas à commenter. Reportage de Véronique Saint-Olive et Pascal Ponce. Ils sont tout feu, tout flamme, tout Chirac. Les jeunes du RPR n'ont pas d'état d'âme, leur candidat à l'Élysée c'est Jacques Chirac, et les sondages sur la popularité d'Édouard Balladur n'y changent rien. La réaction dans la salle des jeunes, c'est qu'il y a un candidat, c'est Chirac. Balladur est éventuellement Premier ministre de Chirac, mais il y a un candidat, c'est Chirac. Édouard Balladur aura trop de respect pour Jacques Chirac pour se présenter aux élections présidentielles. On a 2 candidats RPR qui sont les mieux placés pour les présidentielles, ce qui est du jamais vu. Je crois qu'en fait le meilleur ticket, ce sera le ticket Chirac président et Balladur Premier ministre. Pas de couac, la machine RPR tourne rond. Et Alain Juppé, secrétaire général du mouvement et ministre du gouvernement Balladur, accrédite l'idée du partage des rôles. Nous devons soutenir ce gouvernement parce qu'il tient les promesses que nous avions faites. Nous devons aussi le soutenir parce qu'il est conduit par l'un des nôtres, notre compagnon Édouard Balladur. Cher Jacques, parlez-nous de la France. Parlez-nous de la France. Dites-nous quelle est votre vision de la France de l'an 2000. C'est à vous de marquer le cap. Dans les couloirs, Philippe Séguin ne dit pas autre chose. Cette université d'été tombe donc à pic et chacun jure ici que la guerre Chirac-Balladur n'aura pas lieu. Mais le Premier ministre n'est pas venu. Il s'est contenté d'envoyer un message de sympathie et de laisser les jeunes crier sans lui Chirac à l'Élysée, Mitterrand à Latché. Le Premier ministre est dans une situation singulière. C'est en effet une partie de l'UDF qui lui manifeste un soutien spectaculaire. Par exemple, le parti républicain de François Léotard et de Gérard Longuet, réunis aujourd'hui à l'Alpe d'Huez. Thierry et Bernard Connor. Leur cœur va toujours aller haut, même si François Léotard a pris ses distances avec le parti, laissant les commandes à Gérard Longuet. Inspiré peut-être lui aussi par la sérénité des montagnes, dans un ton très balladurien, François Léotard a demandé aux jeunes militants PR de laisser du temps au gouvernement. Ne soyez pas trop impatients.
cette sortie du socialisme dans tous les pays du monde, et d'ailleurs c'est des sorties du communisme, c'est bien plus difficile, mais cette sortie du socialisme, elle demande temps, résolution, volonté. Ça ne se fait pas en quelques semaines, mais il faut le faire. Pour grimper en politique, même si cela manque terriblement d'originalité aujourd'hui, le PR se placerait volontiers dans le sillage d'Édouard Balladur, l'homme des sommets. Balladur aurait pu être un membre du PR. Le thème choisi de l'université d'été a beau être de l'audace, à l'Alpe d'Huez, l'heure est plutôt au balladurisme. La révision constitutionnelle, d'accord avec Balladur, affirme Léotard. Les européennes rêvent de Longuet, une seule liste. Nous bâtirons avec nos alliés la solution dont je n'imagine pas qu'elle puisse être autre chose qu'une liste commune de la majorité pour représenter la France au Parlement européen à Strasbourg. Locomotive souhaitée, pas besoin d'une photo, vous l'aviez déjà deviné, Balladur. Avec 108 parlementaires, des ministres au gouvernement, un homme qui lui plaît à Matignon, le PR aujourd'hui n'a qu'un seul petit souci. Comment rester totalement fidèle à Édouard Balladur et dans le même temps affirmer son indépendance? Comment être loyal sans risquer un jour de devenir vassal? La vie politique n'a jamais été aussi nuancée, cela relève de l'impressionnisme. Le Parti socialiste de Michel Rocard a ainsi le plus grand mal à s'adapter à l'attitude de François Mitterrand sur la révision constitutionnelle à propos du droit d'asile. Forcément, il ne la connaît pas. On retrouve Roland Sicard et Jean-Louis Melin à La Rochelle. Au premier regard, l'évidence s'impose, le PS retrouve ses racines. Fini les R25, les limousines, revoilà les 2 chevaux, revoilà l'opposition. Et l'opposition, ce n'est pas toujours facile. Exemple avec la révision de la Constitution. Mercredi, le PS ne voulait pas en entendre parler. Vendredi, il était prêt à en discuter. Première leçon, dans l'opposition, il ne faut pas parler trop tôt. Mercredi dernier, c'est vrai que nous étions un peu dans l'attente de ce que le président de la République allait décider. Apparemment, il a réussi à imposer ou suggérer à Édouard Balladur qu'on ne touche pas à l'essentiel, c'est-à-dire au préambule de la Constitution. Dès lors, le principe d'une révision constitutionnelle ne méritait pas une bataille. Donc, quand on parle, il faut parler au bon moment, mais ça ne suffit pas. Deuxième leçon, dans l'opposition, il faut savoir jouer son rôle, et ça demande du doigté. Bonne fin de week-end. Au revoir. Nous, notre rôle, clairement, c'est d'exister en tant qu'opposition. Et je crois que nous aurions tort, d'une quelconque manière, de censurer les critiques qui nous paraissent fondées. Bien entendu, ça ne veut pas dire s'avancer dans n'importe quelle critique pour le simple plaisir de critiquer. Et vous vous sentez à l'aise dans votre rôle d'opposant? J'en ai pas d'autre pour le moment. Et c'est là la troisième leçon, être à l'aise dans son rôle d'opposant sans pour autant s'y installer. Pour les socialistes, cela signifie qu'il ne leur suffira pas de critiquer, mais qu'il leur faudra surtout trouver un nouveau projet. Ce ne sera peut-être pas le plus facile, mais ils le savent, c'est là-dessus qu'ils seront jugés. J'ai fait allusion tout à l'heure à l'absence d'informations sur la position du chef de l'État sur la révision constitutionnelle. Il y a du nouveau. À l'instant même, François Mitterrand aurait demandé à Édouard Balladur de consulter le Conseil d'État pour savoir si une réforme de la Constitution est nécessaire sur précisément la question du droit d'asile. Mais l'information ne vient pas de La Rochelle, où se trouve le Parti socialiste, mais de Strasbourg, où se tient le congrès du RPR. Jean-Paul II croit au miracle. Il rêvait d'aller dans l'ex-Union soviétique. Il a embrassé aujourd'hui la terre de Lituanie. Et si le pape peut aujourd'hui faire une telle tournée dans les États baltes, c'est parce que les habitants de ces nouvelles républiques peuvent à nouveau exprimer leur foi en toute liberté. Reportage en Lituanie de Marc Maisonneuve et Georges Ansen. On l'appelle Monseigneur, Monseigneur Bashkis. Il est le tout récent archevêque de Vilnius. Il occupe cette position depuis 1991. Vivant à l'étranger pendant l'occupation communiste, il a pu analyser à loisir ce qu'il nomme les ravages de 50 ans d'athéisme. Pour lui, la visite de Jean-Paul II, ce n'est pas seulement un hommage à la résistance lituanienne au marxisme. Et c'est très bien la situation après tant d'années de communisme qu'il y a tant de gens qui cherchent leur chemin, qui cherchent un idéal dans leur vie. C'est ça que j'attends du Saint-Père, je crois que tout le monde attend, une certaine lumière, un certain enseignement. Dans quelle direction marcher maintenant? Vraiment, la nouvelle évangélisation, il y a toute la jeunesse, les étudiants, tout ce monde à évangéliser. On est loin des dorures et de la couleur pourpre, loin du catholicisme un brin ostentatoire. Eux ont appris à se cacher. À 70 ans passés, ils ont connu le stalinisme. Aujourd'hui, ils osent prier au grand jour. Ils viennent là pour la messe parce qu'il n'y a pas encore d'église dans leur quartier. Elle est à bâtir comme la foi des jeunes est à construire. C'est ce que confesse le clergé un peu désorienté par l'ampleur de la nouvelle évangélisation voulue par le pape.
Ma foi me vient de ma grand-mère et de mes parents. Grâce à elle, je trouve le sens de la vie. Aujourd'hui, Loretta est membre de la chorale d'une des 675 églises du pays. Elle y est par respect d'une tradition familiale apprise dès l'enfance. Une tradition que beaucoup de jeunes ne connaissent pas ici et que le pape leur donnera envie de découvrir, espèrent les 686 prêtres lituaniens, plus habitués à lutter qu'à convaincre. Si vous avez acheté des bouteilles d'eau minérale de Saint-Antonin-Nobleval, ne les buvez pas, elles sont contaminées. La préfecture du Tarn-et-Garonne est formelle. Reportage d'Isabelle de Lyon et Olivier Combe. Ces quelques chiffres sur les bouteilles d'eau minérale, c'est la date et l'heure de production. À vérifier sur toutes les bouteilles de Saint-Antonin-Nobleval, mieux vaut s'abstenir de consommer l'eau embouteillée après le 16 août. Elle pourrait être porteuse d'un germe. Ce pseudomonas peut provoquer pendant des esserments une petite gastroentérite, sans complications, sans hospitalisation nécessaire. Il suffit simplement pour le moment d'éviter aux personnes âgées et aux enfants en bas âge d'en boire. Aucun cas n'a encore été signalé, mais 250 000 bouteilles sont suspectes. Mise en cause, la chaîne de production. Eh bien, c'est un germe qui est présent dans l'air et qui peut se nicher dans une canalisation, dans une conduite, dans un filtre. Nous suspectons les filtres. Nous faisons tout maintenant pour mettre en œuvre pour que, grâce à une désinfection appropriée, on élimine ce germe, car la source n'est aucunement contaminée. Principales zones de consommation, la région parisienne, la Bretagne et Midi-Pyrénées, où la plupart des distributeurs ont retiré la Saint-Antonin des rayons. C'est une mesure prudente en effet parce que l'eau que nous avons vendue à nos consommateurs date du mois de juillet, donc ne fait pas l'objet des livraisons qui seraient incriminées. Et nous allons attendre le début de semaine pour savoir si nous remettons ou pas l'eau que nous avons en stock en vente. La semaine prochaine, les bouteilles contaminées seront détruites et la production pourra reprendre car l'eau à la source n'a jamais cessé d'être bonne. Les Français courent moins vite que les autres, on l'a vu au championnat du monde d'athlétisme, mais ils rament mieux que les autres. La France a obtenu 3 médailles d'or au championnat du monde d'aviron à Roudnice, en République tchèque. Pascal Doucet-Bon. Jean-Christophe Rolland et ses acolytes ont toutes les raisons ce soir de bomber leur torse respectable. Le premier et unique titre mondial pour la France en aviron datait de 1962. La France a tout simplement quadruplé son palmarès en quelques minutes. Cet après-midi historique a débuté avec le titre du 400 barreur. Fauché, Lotte, Andrieux et Rolland n'ont laissé aucune chance aux Polonais et aux Américains après un final époustouflant. Moins d'une heure après, Baratet et Lamarque, en deux de couple, ont déjoué tous les pronostics en gagnant eux aussi au finish, c'est-à-dire de la manière la plus inattendue pour ces rameurs plutôt habitués à la course au train. 2 médailles d'or, c'était déjà beaucoup, mais les filles ne voulaient pas être en reste. On savait le titre à la portée de Christine Gosset et Hélène Cortin en 200 barreurs. Elles ont complété avec autorité le tableau de chasse des tricolores. Malgré les accessibles prometteurs de Barcelone, on n'attendait pas les Français à un tel niveau, en tout cas pas tout de suite. C'était la belle surprise sportive d'un bel après-midi tchèque. 2 Français rescapés à Flushing Meadows aux États-Unis, Cédric Pioline et Marie Pierce. L'un et l'autre ont franchi le 2e tour et rencontreront au 3e l'un, Wilander, l'autre, Steffi Graf, dur pour l'un et pour l'autre. Voilà, la balle gagnée par Marie Pierce, la franco-américaine, c'était un peu court. Mesdames, si vous avez beaucoup d'argent, vous pourrez vous habiller court l'année prochaine. C'est la ligne choisie par la haute couture. Si vous avez moins d'argent, vous devrez vous habiller long. C'est la ligne choisie par le prêt-à-porter. Marie-Josée Le Picard et Didienne Dahan reviennent du salon de Versailles. Portées avec d'invraisemblables croquenauds, les jupes longues et souples pour l'été 94 ont tout l'attrait de la nouveauté. Je crois qu'il n'y a que l'attrait de la nouveauté actuellement qui attire les gens, enfin qui permettent aux gens de dépenser. Je crois qu'il y a ça. Comme dans toutes les maisons de prêt-à-porter, chez Fabrice Carrel, pour minimiser les risques de ne pas plaire en temps de crise, on montre toutes les longueurs. Qu'est-ce qui se vend le mieux? La jupe très longue. Pour le moment, c'est la jupe très très longue. La jupe à 85-90 cm de hauteur. C'est 50% de la vente à soi tout seul? Non, c'est beaucoup plus. C'est 70% de la vente. En ce moment, c'est 70% de la vente. Ah, c'est un raz-de-marée pour le long. Un raz-de-marée pour le long, quelque chose de... C'est une folie. C'est vrai que dans les couloirs de ce salon du prêt-à-porter féminin, on voit déjà beaucoup de jupes longues. Et les mini-jupes ont un air vaguement démodé.
tout passe, tout lasse et on revient aux silhouettes des années 70, au coton madras, bijoux de coquillage et batik importés des Indes, sabots cloutés, bijoux artisanaux. Pratiquement que du long. Seulement pour l'instant, je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup dans la rue. Je ne vois pas beaucoup les femmes à Paris habillées en long. Et je me demande si c'est pas un cap à passer qui est difficile. La mode longue a tout de même mis 1 an à s'imposer. Mais pour l'été 94, transparence aidant, on dirait bien que c'est gagné. Isabelle Martinet vous annoncera le temps pour demain dans quelques secondes. Ensuite, à 20h50, Pascal Sevran fera chanter notamment Enrico Macias. À minuit, Philippe Lefebvre vous présentera le dernier journal. Voilà votre programme sur France 2 ce soir. Mais il est possible que je vous retrouve dans quelques minutes pour vous rapporter la décision de la commission de discipline de la Ligue nationale du football sur l'affaire OM Valenciennes. À tout à l'heure peut-être. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir.